Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales, 24 heures sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Eh bien, certainement, on écoute une émission de Choc.ca. Bonjour tout le monde, mon nom est Jean-François Kelly. Je vous souhaite la bienvenue au Roi de l'Arène, l'émission qui s'arrange pour être bonne, tout comme la lutte professionnelle. Très heureux de vous accueillir en ce lundi 23 janvier 2023, émission numéro 4. Louis-Michel Lelièvre, bonjour. Allô. Maxime Champagne, bonjour. Coucou. Comment allez-vous, messieurs, cette semaine? Hey, Louis-Michel, oui? J'ai lu sur les médias sociaux que tu étais à Burlington. Oui, j'étais à Burlington, mais en fait, c'était ma première chronique, ma semaine lutte, mais bon, mais maintenant que c'est fait, je vais pouvoir dire d'autres choses, mais check, ça c'est fait. Mais je suis très content que tu sois allé à Burlington, Louis-Michel. Oui, c'est super Donc, fun. t'es allé voir du hockey, t'es un gars sportif, oui. Toi, t'es allé voir du hockey féminin. Exact. J'ai été voir l'Université du Vermont contre l'Université Northeastern, l'Université de Boston. Une amie, une Québécoise qui joue à Northeastern, donc j'ai été voir son match. Ils ont gagné contre l'Université du Vermont. Je me suis pas fait beaucoup d'amis dans les estrades, mais je me suis fait des amis après la rencontre. Et toi, Maxime, es-tu allé à Burlington? Ben pas du tout, je suis resté à Montréal. Ah, c'est vrai, tu habites maintenant dans Villeray? Dans Villeray, dans mon nouveau condo. Villeray Parc Extension? Non, plutôt Villeray. OK, d'accord. Donc, on va rester snob. Juste à côté du centre NDR. Un petit peu plus haut, je te dirais. Rue Jarry, là. Parce que c'est là qu'on a vraiment connu la lutte fédérale, la lutte québécoise, à la NCW. On faisait la file dans le long escalier du centre NDR. Oui, 955 Villeray-Est. On se rappelle de cette adresse-là. Ça nous a marqué quand même notre adolescence, début de vie adulte. Donc, c'était vraiment... j'ai adoré. C'est là que tu as commencé à être animateur aussi, puis commentateur de lutte. Au tout dernier show au centre NDR. Le tout dernier show, j'ai commencé là. Parce que tu étais passé de spectateur, je me rappelle, on était spectateur, puis tout à coup, tu as passé sur la grande table de commentateur. Ouais. Puis j'étais très fier de Kelly. Je m'étais oh mon Dieu, on est passé l'autre côté de la table. Ah oui, c'est exactement. Traverser la barricade. Oui. Oh, ben c'est ça. J'ai franchi la porte interdite. Voilà. Donc, j'ai passé, c'était grâce, entre autres, à Bertrand Imbert, qu'on va recevoir ici au Roi de l'Arène. Tout le temps, vraiment le fun de recevoir Bertrand Imbert, un historien hors pair. Et ça me permet, d'ailleurs, chers amis, de faire un beau lien avec qu'est-ce qui suit. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on va le découvrir maintenant, parce que au Roi de l'Arène, c'est notre semaine de lutte. Wow, c'est incroyable. Donc, ça va être notre semaine de lutte. On discute de notre semaine de lutte et je parlais que je vais faire un beau lien avec Bertrand Imbert. C'est un historien et la semaine prochaine, ici en studio à Choc.ca, on reçoit un autre historien et tout un, là. Point de vue crédibilité dans la lutte québécoise, pas mal supérieur à moi. Donc, non, mais pas vrai. Dans le sens que, il connaît tout. Non, moi, mais c'est vrai, oui. Ouais, c'est ça. Moi, je connais rien. D'ailleurs... T'arrêtes de te déprécier, Kelly. Mais je vais le répéter devant. On était censé, moi, je parle ici de Patrick Laprade, on était censé, lui et moi et Benoît Cossette, avoir notre propre podcast il y a peut-être 7 ans. Donc, vraiment, ça fait longtemps. 7-8 ans environ. J'étais même pas né. T'étais pas né, c'est ça, exactement. Non, il y a 24 ans, ce jeune-là. Puis, c'était censé s'appeler l'historien et le crétin. Donc, moi, je faisais le crétin. Ah, ben, surprenant. Pat, l'historien, et Benoît Cossette, le « et ». Comme dans Paul et Paul, le duo d'humoristes de l'époque qui est devenu, 2 des 3, Ding et Dong. Donc, on était censé faire l'historien et le crétin, mais finalement, on a eu d'autres projets, dont
dont Pat Laprade avec les Antipodes et moi avec les Rois de l'arène, parce que ça paraît pas, mais ça fait longtemps là, qu'on travaille ce projet-là. Ah oui, il y a eu beaucoup de meetings, il y a eu beaucoup de rencontres, de prototypes. Exact, et je le parlais de Pat Laprade parce que ça concerne ma semaine de lutte, parce que je trouve ça stressant. C'est animer une émission comme on va le faire la semaine prochaine, parce que c'est officiel, j'ai parlé avec Pat Laprade. On va faire ici, au Roi de l'Arène, la remise des prix de la lutte québécoise pour l'année 2022. Wow. Et je trouve ça stressant parce que c'est quand même énorme comme mandat de livrer qu'est-ce que Pat Laprade a compilé comme vote, parce que c'est un comité qui fait appel. C'est quoi qui est le meilleur lutteur, la meilleure lutteuse, le meilleur combat, le meilleur show, la meilleure fédération. Il y a une panoplie de catégories et on va en parler la semaine prochaine avec lui. Et d'ailleurs, on va faire des gagnants, des gagnantes. J'ai bien hâte à cette émission-là. Et j'ai bien hâte parce que ça va être mon premier podcast officiel avec Pat Laprade. Donc, j'ai bien hâte de travailler avec lui. J'aimerais ça filmer l'arrivée de Pat Laprade à l'UQAM, dans les couloirs de l'UQAM. Ah oui. OK. Ça, c'est vendeur. Je pense qu'on devrait le faire. Mais avec Pat Laprade, c'est sûr et certain que nos codes d'écoute, bang, 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 vont remonter solide. Donc, et tu as un mot à dire sur Pat Laprade, Louis-Michel, ton chum de Chicago? Oui, c'est ça. On dirait que je suis tout le temps parti aux États-Unis. Exactement. J'aime ça. J'ai pris exemple sur Kelly. Là. Kelly est tout le temps parti à Burlington. Puis là, c'est moi qui s'en vais à Burlington sans lui. Fait que, j'ai été à Chicago aussi. Puis j'ai soupé avec Pat Laprade à Navy Pier. C'est bien le fun. Ben oui, vous avez juste parlé contre moi durant tout le souper. On essayait de faire comprendre à ma copine c'était quoi vivre et voyager avec Kelly. Okay. Parce que Danae a trip sur JF. Puis là, je dis, il est parfait, JF, on l'adore, mais voyager avec, c'est un autre niveau. Là. Tu dors pas beaucoup quand tu voyages avec Jean-François Kelly. Mais tu peux pas savoir c'est quoi tant que tu l'as pas vécu. Sérieusement. Mais ça te fait pas peur, le fait que ta blonde tripe sur moi? Non. OK, d'accord. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que là, il y a de la digression. Là. Ça me fait peur. Mais toi, vraiment, c'est Maxime, toi, t'as moins vu de show québécois cette année en 2020. C'est pas cette année, l'année passée en 2022. Mais je pense que t'as tes préférés dans la lutte québécoise en tant que lutteur et lutteuse. Moi, j'ai un petit rapport tout à fait émotionnel avec Marc-André Boulanger. Oui. Frankie the Monster, parce que... aussi avec Benjamin Toll, parce qu'ils ont participé à la pièce Champion, là, puis je les ai interviewés. Puis il y avait Matt Angel aussi, mais Marc-André Boulanger, je suis en train de l'interviewer pour un autre projet, puis il y a quelque chose de... Il est fort sympathique, il a une expérience de vie hallucinante. Oui, tout à fait. Pour de vrai, et il a plein de talents, je veux dire. Il a fait de la chanson, il est un bon acteur, puis à la fois, je trouve que son personnage de lutte est vraiment assez fascinant. Donc, c'est mon petit coup de cœur, Marc-André Boulanger. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Frankie the Mobster. Beast King. Ou Beast King, voilà. Ouais, là, tu as bien prononcé, tu as dit Frankie the Mobster. Tu as fait dit Monster au début. C'est un monstre aussi. C'est un monstre, ce gars-là. Donc, Beast King, il utilise encore ce pseudonyme-là, mais de plus en plus, Frankie the Mobster. Et moi, je suis content qu'il soit revenu à la source, à Frankie the Mobster, un personnage tout à fait énergétique. Et j'ai hâte à ton autre projet. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'en parler. J'en parle pas pour l'instant. On se croise les doigts. Alors, Loulou, tu as 3 secondes pour parler. Oui, ma semaine lutte, j'étais à Burlington. Pas rapport avec la lutte. Non, mais par ça, t'as fait un beau lien avec 3 secondes. Grâce à ta générosité, d'ailleurs, j'ai pu écouter les 2 premiers épisodes de la série 3 secondes à propos de la lutte québécoise sur les ondes de Historia. J'ai vraiment aimé ça. C'est super intéressant à voir. C'est une réalité que... on côtoie peut-être un peu plus avec toi, Kelly, mais que le grand public connaît pas vraiment. C'est quoi c'est quoi l'arrière-scène de la lutte québécoise. Donc, on a suivi quelques personnages dans les premiers épisodes. Puis je pense que c'est une belle vitrine là, pour nos lutteurs. Puis j'ai hâte d'écouter la suite. Là. Fait que Kelly, je sais que je devrais jamais dire ça, mais tu peux m'inviter quand tu veux pour écouter 3 secondes. Pour écouter 3 secondes seulement. Dire ça. C'est comme une malédiction que tu viens de lancer. Peut-être jeudi prochain. Non, merci, mais... On écoutera le 4e épisode. Mais le 3e aussi, je l'ai pas écouté le 3e encore. T'as pas écouté le 3e? Ah, c'est vrai, je l'avais enregistré, mais toi, tu partais à une game de soccer. Oui, avec le géant Carlo. Oui, le géant Carlo. Puis comment il était son bras au géant Carlo? C'est son genou aussi. C'est surprenant, oui, il était magané, mais on a gagné. On a-tu gagné? Je pense qu'on a gagné. Écoute, si on parle du géant Carlo, c'est parce qu'il va devenir un collaborateur ici à l'émission Les Rois de l'Arène. Il va avoir sa propre chronique éventuellement, un gars de radio et tout un arbitre dans la lutte québécoise, le géant Carlo. Alors, est-ce que c'était terminé ton 3 secondes? Oui, juste rappeler Burlington aussi, j'ai été là. Puis j'ai pas nommé le nom de mon ami, mais c'est Maud Poulin-Labelle qui joue avec Northeastern tantôt. Tu as parlé de 3 secondes? J'espère qu'elle écoute l'émission, fait qu'elle en entend parler présentement. Ah, Maud. Est-ce que t'as arrêté à Golden Corral?
Non. Non, il n'y en a pas à Kelly était Burlington. pas Il n'y en a pas à malheureusement. Burlington? Non, mais il y a un excellent buffet chinois à Plattsburgh. J'ai été au... Kelly m'a demandé le nom du restaurant auquel j'avais été. C'est le Windjammer. Puis il fait « Ah oui, le petit pub au deuxième étage. Ben oui, Kelly. » Et toi, Maxime, moi, je pense que ta semaine de lutte, là, c'est incroyable. Tu dois préparer ton boulier de bingo et tout ça pour le Royal Rumble. Ben voilà, c'est parce que le Royal Rumble arrive, puis je suis toujours un peu en retard sur les événements de lutte. T'sais. Je suis pas si quotidiennement que ça. Je me tiens informé sur les nouvelles à gauche et à droite, mais je suis pas un auditeur continu de la lutte. Je dirais, j'écoute pas Raw ou SmackDown au complet. T'écoutes sur YouTube. J'écoute sur YouTube, Ouais. pour de vrai, souvent des condensés. Exact. Et là, on arrive au Royal Rumble. Et j'ai une petite tradition avec ma femme, je dois dire, c'est d'écouter un Royal Rumble, de lui présenter, parce qu'elle aime ça, les Royal Rumble. C'est son match préféré, en fait. Et j'ai commencé à lui présenter pendant la pandémie ce qu'était un Royal Rumble, puis elle a apprécié. Et là, je me dis, ben, je vais réécouter certains Royal Rumble avant celui de 2023. Et là, bon, elle a déjà vu celui de 92. Ah, Ric Flair. Ric Flair, qui est peut-être le meilleur, je dois dire. Elle a vu celui où le Rock a gagné, je ne me rappelle plus, contre... 2000... Bon, arrêtez de me regarder comme ça, là. C'est toi le connaisseur. Je sais juste que Stone Cold Steve Austin l'a gagné 3 fois. Voilà. Voilà. Alors, je suis en train de faire la liste progressivement des Royal Rumble que je pourrais écouter cette semaine, tu sais, en termes de préparation au Royal Rumble. Est-ce que vous avez des suggestions tout de même d'une année ou d'un gagnant spécifique? Moi, j'irais pour 2006, probablement, l'année de Rey Mysterio qui avait commencé J'ai deuxième. jamais écouté celui-là, ouais. Qui était en l'honneur d'Eddie Guerrero, un peu, là, l'année qu'il est décédé. Donc, je pense que ça pourrait être... 2006, c'est vrai, le temps passe vite. Eddie Guerrero, ça fait tellement longtemps qu'il est décédé. Il a tellement marqué la lutte professionnelle. Là, c'est incroyable là, quand tu penses à ça. Donc, ça va être possiblement ça, ma semaine de lutte. Hein, ça va être de chercher, mais sérieusement, merci 2006. Exact. Donc, ça sera Royal Rumble là, qu'on écoutera Sinon, cette semaine. tu peux lui proposer le Greatest Royal Rumble. Non, merci. Mais vraiment, moi, c'était 1992, mon préféré. Comme plusieurs personnes, le fait que Ric Flair gagne le championnat durant le Rumble, Hulk Hogan était un peu jaloux parce que Sid l'avait projeté par-dessus le troisième cadre et Hogan a tiré la main de Sid. C'est le pour classique l'éliminer. Hulk Hogan là, qui n'accepte pas de perdre. Là, Ben exactement. Et depuis ce temps-là, moi aussi, je suis mauvais perdant. Donc, parce que Hulk Hogan, c'est mon héros. Ben oui. Hey, merci, Maxime. C'était vraiment, mais vraiment bon comme suggestion. On a hâte et on le répète, c'est samedi qui s'en vient, le Royal Rumble 2023. Alors, chers amis, on a parlé à Maxime qui nous parle du Royal Rumble. Mais on lui laisse la parole immédiatement avec sa chronique « Il était une fois ». J'aime ça le faire avec toi, Kelly. J'aime ça. J'aime ça vous écouter. Rajouter Django. Je sais que j'ai une voix terrible en chanson. Alors, bonjour, chers auditeurs, auditrices. Je rappelle un peu quel est le but de ma chronique « Il était une fois ». Hein. En fait, le but de la chronique, c'est de parler de narratologie, c'est-à-dire la science de raconter des histoires, l'art du récit. Mais au point de vue de la lutte, donc je vais aller un peu champ gauche, je vais choisir des sujets que les gens ne choisissent pas d'ordinaire. Mais ça veut dire quoi, ça, champ gauche? Champ gauche, ça veut dire aller un petit peu à l'opposé du mainstream, de ce qui est choisi d'ordinaire. Ah. Donc je vais aller... comme out of the box, comme diraient les gens. Très bien, on va choisir hors de la boîte. Puis on va choisir des sujets qui nous amènent à réfléchir le processus narratif dans la lutte. Donc je parle pas de booking, hein, je parle vraiment de comment on raconte une histoire puis comment on raconte un récit. Alors je vous mets cette semaine, on va faire un petit détour cinématographique. Je vous ramène le 31 octobre, soir d'Halloween. Ça, c'était bon, ces friandises-là. As-tu passé d'Halloween? Oui, c'est fini cette époque-là. Bon, allez, je vous ramène le soir d'Halloween, puis je vous dis, vous décidez de regarder des films d'horreur le soir d'Halloween, puis vous vous installez confortablement dans votre salon, et vous décidez de commencer à écouter le légendaire Halloween de John Carpenter, 1978. Vous êtes assis, et là, vous regardez une scène, la scène où Laurie Strode, qui est joué par Jamie Lee Curtis, garde le petit Tommy. Hein. Et puis tout à coup, le petit Tommy, il veut regarder un film d'horreur à la télévision, Halloween oblige. Puis son choix tombe sur un film qui s'appelle The Thing, vieux film d'horreur de 1951, qu'on voit quelques images. Puis là, vous vous dites, c'est drôle, c'est un film d'horreur dans un film d'horreur. Mm-hmm. Hein? Mais c'est pas anodin parce que John Carpenter, le réalisateur d'Halloween, va des années plus tard faire un remake de The Thing en 1982, puis il va faire un meilleur film en fait que l'original de 1951.
Et là, vous décidez, vous finissez Halloween, puis vous dites, je vais me taper un autre film plus récent, un classique de Wes Craven, 1996. Vous allez écouter Scream. Tu te rappelles, Kelly, on était Cinéma en 1996, Paradis. Oui. Cinéma Paradis, premier cinéma appartenant à M. Guzzo, à moins que je me trompe. C'est vrai, puis il n'est pas encore démoli, il est encore visible sur Moi, la je me roche suis de la dit, ils Gorge. vont faire des condos un jour avec ce cinéma-là, mais non. Vincent Guzzo veut pas le vendre. Ben non, c'est comme un... Je trouve ça vraiment drôle d'avoir cette bâtisse totalement vétuste, délabrée, qui s'appelle Cinéma Paradis. Oui. Bon, ben voilà, on était là quand on était allé voir Scream. Et quand vous regardez Scream, ben, tout à coup, vous avez ces adolescents qui sont tous l'un autour de l'autre et qui discutent de quoi? D'Halloween de John Carpenter. Donc, Wes Craven rend hommage à John Carpenter. Et vous vous dites, mais tout est dans tout. Hein? Les cinéastes rendent hommage, rendent hommage à un film dans un film. On peut appeler ça une référence, mais je vais être encore plus précis. On appelle ça un hommage. Et vous en avez partout. Hein? C'est une lettre d'amour pour une œuvre qui les a influencés. Il y en a partout. Des fois, on copie le style d'un cinéaste. Des fois, on refait une scène. Des fois, on imite une trame sonore. Tarantino le fait sans arrêt à peu près avec toutes les scènes de ses films. Vous avez Brian De Palma qui est le grand maître de l'hommage. Si vous avez déjà vu Untouchable, où il y a la scène de l'escalier où il y a un landau d'enfants qui descend, puis Kevin Costner essaie d'agripper le landau, puis en fait, on se rend compte que c'est une référence à Cuirassé de Potemkin, vieux film russe. J'en viens à dire, OK, au cinéma, on rend des hommages, mais à la lutte, est-ce qu'il y a des hommages? Outre que de faire venir des gens sur une scène puis d'applaudir, je vous parle, est-ce que dans un match, on peut rendre hommage à un autre match? Hein? Est-ce que dans un storyline, on peut rendre hommage à un autre storyline? Hein? Est-ce qu'on peut placer des références à l'intérieur d'un match dans un autre match? Est-ce qu'on peut faire une lettre d'amour à un lutteur dans son propre match? Il semblerait que oui. Sujet très peu exploité, mais que j'ai le goût d'exploiter à ce moment-ci. Quel sujet? Le sujet des hommages, M. Kelly. Les hommages. Les hommages. C'est ça le sujet, là, la ligne directrice. La ligne directrice, ce que je suis en train de parler, M. Kelly, qui ne vous suivait pas, c'est que il y a une manière de faire une narration à travers un hommage. Je vais vous référer à, il n'y a pas tellement longtemps, mais CM Punk, qui, lors de son match contre Darby Allin à la All Elite Wrestling... Wow! Je t'ai eu. A fait une référence au match entre Bret Hart et 1-2-3 Kid. Donc, le premier set de moves était emprunté à ce match-là, précisément. Je réfère aussi au même Punk qui, dans un match contre Dusty Rhodes, va reproduire plusieurs prises puis rebondissements d'un vieux match qu'il y avait eu à Raw entre Bret et Goldust. Pas Goldust. Ouais. Donc, on se rend compte, en fait, que tranquillement, CM Punk rend hommage à Bret Hart à travers ses matchs de la All Elite Wrestling. Wow. Ouais. Encore une autre fois. Et je pense que le plus grand moment, en termes d'hommage, c'est FTR contre Young Bucks à Full Gear 2020. Où là, quand les deux équipes se sont affrontées, ils ont fait un cours 101 de la lutte en équipe. Ils ont revisité à peu près tous les grands finishes de l'histoire de la lutte en équipe. Ils ont fait un Doomsday Device. Ils ont fait un Hard Attack. Ils ont fait un Twist of Fate avec un Senton Bomb des Hardy Boys. Puis ils ont même fait un 3D des Dudley Boys. Donc, ils ont vraiment visité toutes les prises et tout ça dans un seul match d'équipe. Donc, on peut voir aussi dans le Body Slam de Lex Luger sur Yokozuna une référence, un hommage à WrestleMania 3 puis la finale entre Hogan puis André le Géant. Donc, il y a plein d'hommages à gauche et à droite où des lutteurs empruntent des mouvements ou des sets et font référence à un autre match, à un autre lutteur. Il y a aussi, je précise, et là, on en a parlé d'Eddie Guerrero, mais Eddie Guerrero sans arrêt. Ah oui. Maintenant, il y a des hommages. Oh mon Dieu, là, on vient de voir Louis Michel se dandiner les épaules de manière assez... Eddie Guerrero West. Assez sensuelle. Tout à fait. Hein, Kelly? Ouais. Donc, salut Danae. même on reproduit parfois ces légendaires tricheries, ces faux coups de chaise là, qui échappaient au sol puis qui faisaient passer pour des attaques. Donc, ça, c'est peut-être le lutteur qui a le plus d'hommages à l'intérieur de matchs modernes. Je souligne 3 hommages récents qui modifient un peu l'idée de l'hommage. Cody Rhodes, qui, lors de l'événement Double or Nothing, le premier événement, je crois, va détruire le trône avec une masse, qui est une référence directe à Triple H. Donc, qui est un message direct à Triple H pour dire, voilà, je te rends hommage, mais à la fois, dans cet hommage-là, je t'envoie un message clair.
il y a une nouvelle génération qui monte. Ça arrive souvent à la All Elite Wrestling qu'on fait des références à la WWE. Voilà, je vais en faire un autre, mais qui est un peu plus éloigné. Mais dans le dernier Hell in a Cell, Seth Rollins qui porte l'habit pois jaune du père de Dusty Rhodes devant son fils Cody, qui est une référence, mais comme une attaque personnelle, en fait, très claire. Et dernier point, mon préféré, Chris Jericho, qui, étonnamment, se rend hommage à lui-même dans des versions sans arrêt de lui-même. Dernièrement, il y a eu une série de matchs où tout à coup, on lui demandait soit le Painmaker, soit le Lionheart de tes débuts. Donc, j'aimais beaucoup cette idée que Jericho rendait hommage à lui-même. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce que c'est que l'hommage, pour finir, en fait? C'est un processus narratif qui permet de faire une double lecture de l'action sur le ring, qui relie le présent et le passé dans une même action, puis qui donne une profondeur à un match. Donc, vous regardez le match et il y a une double lecture. Vous vous dites, attends, mais il se passe quelque chose, en fait. On est en train de m'envoyer un message subliminal, puis c'est l'hommage qui est le message subliminal. Dernier point, il y a un défaut majeur. C'est qu'il demande de comprendre la référence. Et il y a plein de jeunes qui regardent le match de CM Punk qui se disent, non, mais je reconnais pas Bret Hart, là, 1, 2, 3 Kid, ça me passe au-dessus de la tête. Mais quand vous connaissez la référence, vous faites partie des privilégiés. Exact. Vous faites partie du club select. Puis vous êtes heureux, c'est la joie. Vous vous dites enfin, je comprends ce qui se passe sur le ring et votre cœur fond un peu parce que c'est beau de rendre hommage à quelqu'un. On voit que tu as plein d'amour en toi, Maxime. Voilà. Voyons. Donc, c'est un effet. C'est un effet sonore, c'est Kelly. Un homme bourré d'amour, Maxime Champagne. Mais quand on connaît les références, on est privilégié, comme tu dis, mais quand c'est bien fait, c'est pas nécessaire de connaître les références. Là. On sait que c'est bon devant nous autres, puis après, les autres nous informent, il y a eu référence à ça et à ça. Oui. C'est aussi un privilège de s'informer par après, quand à la base, on connaît pas la référence. Moi, je sais qu'il y a eu, à mon avis, il y avait les Young Bucks contre Kenny Omega puis Adam Page. Là. Je sais que ce match-là en équipe, il y avait plein de références à l'histoire des Young Bucks puis de The Elite que moi, j'ai pas vu du tout. Là, mais c'est leur chaîne YouTube de Being the Elite qui a tellement de... Faudrait tout écouter pour comprendre ce qui se passe. Mais je sais pas si vous avez d'autres hommages, mais moi, j'ai souvenir qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans, puis merveilleux, en fait. Alors, chers amis, maintenant, c'est le moment qu'on se fait plaisir parce que c'est la chronique qu'on intitule « Le pire booking du monde ». On invente des scripts de lutte et on vous les dit à Choc, au Roi de l'Arène, maintenant. Je précise que c'est les pires. Le pire booking. Ouais, le pire booking. On s'arrange pour que ce soit bon, les Rois de l'Arène. On s'arrange pour que ce soit bon, la lutte professionnelle. Mais ce segment-là, on s'arrange pour que les bookings, ce soit pas bon. Ce soit drôle. Ce soit drôle. Alors, Maxime, tu as quelque chose de très, très drôle en tête. On part ça, encore une fois, avec toi. Ben oui, mais là, je vais expliquer c'est quoi la suggestion de booking qu'on a demandé. On a dit, imaginez que Vince McMahon veut ramener une ancienne gimmick, un ancien personnage, parce que là, on sait que Vince McMahon revient. Donc, il veut ramener une ancienne gimmick, un ancien personnage, mais le faire jouer par un lutteur actuel. Quelle gimmick serait employée et qui la jouerait? Donc, la pire gimmick du passé jouée par un lutteur professionnel d'aujourd'hui. Alors, je me lance. Moi, je pense que la pire gimmick serait celui de Dunk the Clown. Ah ouais? Oh! Les effets sonores. C'est incroyable. C'est merveilleux. J'adore Dunk the Clown. J'adore sa musique. Bon, voilà. Mais moi, je pense que longtemps, j'ai voulu insérer Dunk the Clown là, dans le principe de... dans la pire gimmick. Mais je ne savais pas par qui. Je me suis dit, mais quel est le pire choix? Puis je me suis dit, Baron Corbin, c'est pas mal le pire choix aujourd'hui. Tu sais, c'est jamais un lutteur avec une gimmick gagnante. Et là, on lui fait jouer le clown, un peu désastreux. Je pense que si je l'avais donné, disons, à Kevin Owens ou à un autre lutteur, il aurait pu faire quelque chose de grandiose. Mais Baron Corbin va juste produire de l'ennui. Clairement. Des mauvaises blagues, des pets, des cadeaux surprises, plein de trucs qui vont être assez exécrables. Et je pense qu'on peut ramener aussi le petit Dunk aussi avec. Ah oui, Dink. D'accord, Dink. Donc, je pense que ça serait assez horrible. Et je pense pas qu'on peut arriver à un championnat ou une bonne storyline avec cette gimmick. Tout à fait, Maxime. Eh bien, moi, écoutez cette musique que je vais faire jouer à l'instant.
tout le monde sait de qui que je parle, hein? Je peux le dire? Vas-y. Kevin Owens? Oh que oui, c'est Kevin Owens. Bravo. Chers amis, mais parce que Kevin Owens, dans mon idée, là, je répète le concept, c'est le pire booking. Comment qu'on peut mal booker Kevin Owens? D'après moi, ça se fait pas. Présentement, en 2023, ça se faisait pas il y a 10 ans, puis ça s'est jamais fait selon moi. Il a fait sa marque d'une façon exceptionnelle dans la lutte québécoise. Après, il a fait sa marque à la PWG, à la Ring of Honor, un grand champion de la Ring of Honor. C'est incroyable comment il est un grand champion, Kevin Owens, à l'époque de Kevin Steen. Je l'ai tout le temps aimé et ses combats de l'échelle contre El Generico là, étaient incroyables. Mais imagine, Comment tu vas le scraper, là? C'est ça la question. Parce qu'il a réussi à s'en sortir. Sans entrant à la WWF, Ouais. WWE, il y aurait eu une gimmick Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! et qu'on l'aurait baptisé Kevin the Barber Steen. Oh. Comment scraper la gimmick de Kevin Owens? Parce que on s'entend, ça l'aurait pu. Donc, parce que Vince McMahon avait le gros bout du bâton. Il l'a encore, là, on faut se le dire. Mais imagine un grand champion dans la lutte indépendante que j'appelle mondiale, la Ring of Honor. Surtout à ce moment-là, c'était vraiment, mais vraiment excellent. Puis il arrive à la WWE avec cette idée, mettons qu'elle n'avait pas existé, puis que Kevin Steen allait être un barbier. Je pense que ça aurait été le pire booking au monde pour Kevin Owens de la part de Vince McMahon. Peux-tu rajouter une option? Je pense que ce serait encore pire si on faisait croire dans la gimmick qu'il était le fils de Barber Beefcake. Tu sais que ça serait la suite. Ah, Plein tout un d'amour. sujet d'amour, Maxime Champagne. Toi, Louis-Michel? Oui, j'attends que Jean-François prépare la musique. Ben non, c'est pas vrai. Pas besoin. Moi, Vince est de retour, veut faire les choses à sa manière. Dans cet univers parallèle, Vince, il aime pas le Bloodline parce que le Bloodline a connu beaucoup de succès en son absence. Puis il veut les reconvertir à sa sauce. Puis je pense que pour reconvertir un groupe de 5, le meilleur moyen serait de les reconvertir en le Spirit Squad. Phew! Alors, c'est le Spirit Ben Squad! Oui. Donc, Alors, Roman devient Romy, parce qu'il y avait tous des noms qui finissaient en Oui. I. Donc, Solo Sikoa devient Soli. Jay devient Usi. Jimmy devient Jimmy et Sammy reste Sammy. Donc, ils arrivent habillés en cheerleader, habillés en vert, ils font des pirouettes dans le ring. Quelque chose de parfait, là, autrement Wow. dit. Oh, ouais, ça serait incroyable. Oui. Donc, imaginez Roman qui fait des pirouettes puis avec des petits pompons. Puis j'adorerais ça. Surtout en descendant les escaliers. Oui! Ça serait incroyable quand même. Mais tu m'as rentré la musique dans la tête, c'est incroyable. On se gâte, la gang. Wow. Hey! Je pense sérieusement. J'ai peur que Vince ait ces idées-là. Je sais pas parce qu'on les a lancées dans l'espace, ces idées-là. Ils flottent. Ben, je reviens à mon idée, là, parce que dans le sens que je suis vraiment heureux que Kevin Steen soit devenu Kevin Owens, la même attitude que dans le territoire tout à fait. indépendant. Là. Imagine s'il y avait eu une personnalité comme Brutus the Barber Beefcake. Brutus the Barber Beefcake, peut-être que lui, il aimait faire cette gimmick-là, mais tu peux pas donner ça à n'importe qui. Non, mais c'est une autre époque aussi, là. J'allais dire tantôt avant que tu m'interrompes, JF, fait que Kevin Owens a quand même réussi à s'en sortir pas si mal avec Ezekiel et Elias dans la dernière fait. année. Donc, je pense qu'il aurait quand même réussi à tirer son épingle Mais il du aurait jeu pu couper en- des cheveux, hein, les cheveux d'Ézéchiel. Non, les cheveux de... comment il s'appelait? Elias? Elias, Oui. pour devenir Ézéchiel. Oui, il a rasé la barbe pour... Puis à ce moment-ci, il pourrait le faire avec Sammy. Hein, je veux dire, il pourrait y avoir un match Air parlait versus de- Title, on- quelque chose comme ça. Là. On parlait de Vince d'ailleurs ce soir. On s'est rendu compte qu'on était le pre-show de Raw aussi. Là. Oui, Les Rois c'est de vrai. l'Arène terminent à 8h et juste à temps pour pouvoir troquer votre radio pour votre téléviseur. Est-ce et qu'il va écouter Raw. apparaître ce soir? C'est Raw 30e anniversaire ce soir. Ah, On va c'est ramener, vrai. il va y avoir beaucoup d'hommages, justement. Oui. Probablement des anciens lutteurs qui vont revenir. Hey, mon grand chum Hollywood, est-ce qu'il va être là? Ben, peut-être, mais Vince a été un personnage important des 30 années de Raw. Ouais, ça c'est touché comme sujet. Je sais pas si on doit s'embarquer dans ce sujet-là. Non, mais Parce que- il pourrait arriver ce soir puis donner des gimmicks qu'on Parce vient de que parler à tout le monde. là. Parce que c'est ça mal que- qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on Oui, a su tout à qu'il a fait. fait. Par contre, concernant l'argent qu'il a donné, quoi que c'est mal. Mais quand même, la lutte, C'est toujours est-ce que ça ambigu, serait la hein, même je chose sais. sans Vince McMahon? C'est ça qu'il Mais faut se poser mais comme on peut se question. poser la question tout de même. On peut faire une prédiction. Est-ce qu'il sera à Raw ce soir? Toi, Louis-Michel? Non.
Moi, je pense pas non plus. Je pense pas, moi non plus. Non, Alors, je pense que Vince est là, tout simplement. Premièrement, quel serait l'accueil de la foule? C'est ça que... la dernière fois, il était vraiment applaudi, même si les gens savaient qu'est-ce qui s'était passé. Mais ça serait quoi l'accueil? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On verra ce soir. Ouais. Hein, je suis vraiment pas sûr. Souhaitons pas le malheur. Alors, chers amis, passons à un autre sujet. Je vais mettre la table pour une entrevue que j'ai faite avec nul autre qu'un grand homme de la lutte professionnelle, un homme que je connais depuis maintenant 26 ans, avec Marc Blondin. Alors, Marc Blondin, c'est un homme que je connais depuis fort longtemps. Je vais mettre la table parce qu'il n'est pas ici avec nous en studio, mais moi aussi, je participe à son podcast qui s'appelle Le Soyez-y, Mesdames, Messieurs, le CIM. On fait ça dans les studios de son grand ami Pierre Gauthier à l'Épiphanie. Donc, j'ai enregistré 2 épisodes du CIM vendredi passé. Et on a parlé justement du Royal Rumble. On a parlé de plusieurs autres sujets d'ailleurs. Je ne me rappelle pas c'est quoi le sujet du 2e épisode. Mais on a fait 2 épisodes dans les studios de Pierre Gauthier. Et après, j'en ai profité pour faire une entrevue avec Marc Blondin. Mais avant tout, j'aimerais, si c'est possible, avec vous, avec votre accord. Est-ce que je l'ai? Votre accord? Oui, mais il faut que tu nous poses une question pour qu'on ait notre accord. OK, donc, vu que vous me l'accordez, donc, je vais passer un segment. C'est le segment préféré de notre collaborateur Matt Angel à RDS. Et j'étais tout jeune. C'était entre peut-être 2004 et 2006. Donc, j'étais avec Marc Blondin à la télévision de RDS. Et voici le segment en question, le préféré de Matt Angel. Marqué Opération Enfant Soleil. On a parlé d'Opération Enfant Soleil. Je vais t'expliquer. En effet, Marc. En effet, on va parler d'Opération Enfant Soleil. Oui, en effet, Marc, on va parler d'Opération Enfant Soleil. Il répète encore. Oui, c'est pas ça, en effet. En effet, Marc, il va se passer ça. En effet, Marc, il va se passer ça. Donc, Opération Enfant Soleil, soir. Que se passe-t-il avec PCO? PCO... En effet, Marc. En effet, Marc, qu'est-ce qui se passe avec PCO? Non, répète pas. En effet, Marc, PCO, puis là, tu y vas. OK, en effet, Marc, PCO... C'est ça que c'était avec Marc Blondin à RDS, parce que lui, c'est un genre de professeur avec moi. Tu sais, il me ramassait, puis un jour, j'ai dit, je vais faire le contraire de qu'est-ce qu'il me dit. Puis là, j'ai répété chaque phrase qu'il disait, je le répétais. Puis là, vraiment, on peut pas le voir, on est à la radio, mais il a pogné les nerfs solides, il s'arrachait les cheveux en ondes, c'était incroyable. C'est la première fois que je faisais, que Marc Blondin pognait les nerfs à cause de moi en ondes. Oui, en direct dans les studios de RDS. Tout ça pour dire que j'ai fait une entrevue avec Marc Blondin tout récemment. On l'a filmé, on l'a enregistré vendredi dernier. J'ai de la misère avec ma dernière phrase. Hein. Est-ce qu'on l'a filmé ou? Non, on l'a pas filmé. On l'a enregistré dans les studios PG et on l'écoute. Je vais tenter de faire un mix que voici. Mon invité, je me suis dirigé vers les studios PG pour l'avoir en entrevue. C'est un excellent ami à moi. Ça fait maintenant 26 ans que je le connais. Il a créé le monde de Monsieur Fun. Il a vécu beaucoup de choses avec la lutte professionnelle et on en parle avec lui maintenant. Voici Marc Blondin. Alors, Marc, bienvenue chez toi dans les studios PG. C'est pas chez nous, là. C'est les studios de Pierre Gauthier. Normalement, on enregistre les entrevues à l'UQAM directement dans les studios de choc.ca. Je me suis déplacé parce que présentement, on est en plein enregistrement de ton podcast à toi, le CIM. Et d'ailleurs, le CIM, 100e épisode déjà. Wow! Qu'est-ce qui explique un succès comme le succès de ton podcast? D'avoir des idées, d'avoir des invités, d'avoir des co-animateurs qui sont allumés, d'avoir de l'aide comme on a avec Pierre ici au studio, David en Europe, d'avoir le groupe qui participe avec les idées et tout ça. Je pense que c'est pas mal un mélange de tout ça qui fait que c'est la recette du succès du CIM. Ça explique le succès, mais à la base, le CIM, c'est un podcast, un balado à propos de ta carrière et c'est une riche carrière que tu as eue dans la lutte professionnelle. Ça a commencé en quelle année environ? En 86, ma carrière, mais je te dirais, JF, le podcast a évolué à travers les 100 épisodes. Il y a des fois...
comme un exemple, on a fait ensemble il y a quelques semaines un épisode sur les meilleurs moments des Royal Rumble selon les invités. Ça n'avait aucun rapport avec ma carrière. Alors, tu sais, il y a des fois, l'autre qu'on a fait la semaine d'après, c'était un sur les main events, Saturday Night Main Event. Là, ça touchait beaucoup. Alors, ça évolue selon l'actualité et dans les prochaines semaines, ça va encore évoluer beaucoup plus. Bref, c'est sur qu'est-ce que toi, tu aimes parler, évidemment. Exact. Mais toi, ta vie en tant que telle, on peut maintenant la lire dans un livre qui s'appelle, justement, Soyez-y, mesdames, messieurs. Oui, la grande histoire de ma petite vie, coécrit par Bertrand Hébert et moi-même, disponible sur la boutique en ligne du SIM, soit symm.shop, dédicacé. Chaque exemplaire qui est sorti a été dédicacé. Alors, Marc, c'est un privilège de t'avoir dans la lutte professionnelle. C'est un privilège pour les fans. Tu as amené une couleur incroyable depuis que tu fais de la lutte. Nous, Maxime Champagne, un des co-animateurs des Rois de l'Arène, qui n'est pas ici en studio, ni Louis-Michel Lelièvre, parce qu'on est, comme je le disais, à l'Épiphanie, présentement dans les studios de Pierre Gauthier. Maxime Champagne, lui, qu'est-ce qui a marqué sa jeunesse? C'est ton animation avec Richard, le magnifique Charland. Et je crois qu'à partir de cette animation-là, il y a eu comme une ligne directrice pour qu'est-ce que c'est les commentaires dans la langue québécoise francophone. Est-ce que ça se peut comme que tu sois un avant-gardiste de ce côté-là? Écoute, avant-gardiste, moi, dans le fond, j'ai pris la relève d'Édouard Carpentier, donc complètement différent. Exact. Très, très différent. Comme après moi, il y a eu Raymond Rougeau. Écoute, moi, j'ai toujours gardé ma couleur. J'écoutais il y a quelques semaines, suite à Hard to Kill pour Impact, sur Impact, Handsome GF et moi, on fait 4 pay-per-view, 4 événements majeurs où on est sur place depuis 1 an et je réécoutais pour vraiment voir comment le son était et tout. Et je garde ma couleur du gars qui aime avoir du plaisir, ouais, qui aime chanter corps à corps avec toi, ou, et mes classiques, mais j'en fais moins que j'en faisais. Mais oui, je pense que mon style est comme ça. Puis je suis pas capable. Je suis un gars qui est vite, comme tu fais souvent, toi, des jeux de mots qui sont vraiment minables. Mais moi, je suis un gars vite. Et quand la porte rouvre, j'y vais. Puis je pense après. Fait que si on est live, puis j'ai une niaiserie à dire, puis je trouve qu'elle passe. Ben, pas je trouve, parce que je l'ai dit. Fait que j'y pense pas. Mais c'est quelqu'un qui pense que je vais être 100% sérieux va être déçu. Oui, mes jeux de mots à moi sont interminables, c'est-à-dire minables à un niveau international. Oui, mais exact. toi, Marc, tes expressions, vraiment, les gens accrochent à tes expressions. D'ailleurs, Louis-Michel Lelièvre, il y a quelques années, il a fait un beau vidéo sur Facebook avec un résumé de toutes tes expressions. C'est laquelle de tes expressions qui accroche le plus aux gens, d'après toi? Je peux pas le savoir. Mais moi, celle que j'aime le plus, c'est l'arbitre demande le bris et on parle pas de fromage. C'est incroyable quand même. Et moi, la façon que tu dis le 3, là, 1, 2 et... Alors, Marc, toi, OK, t'as pas l'air impressionné par toi-même, mais les gens, ça les impressionne. Ils aiment t'écouter, Marc. Et pour t'écouter, d'ailleurs, on va le rappeler aux gens, c'est le Soyez-y, mesdames, messieurs, ton podcast SIM. C'est disponible sur plusieurs plateformes. Toutes YouTube, les plateformes. Apple, Google, nommez-les, c'est là-dessus. Sur ma chaîne YouTube. Sur Marc Blondin. Oui, Marc Blondin. Vous allez voir tous les épisodes sont là. Mes entrevues, la partie de balle contre le Canadien avec les lutteurs en 1988, plein d'affaires qui se retrouvent là. Certaines entrevues qui ont été réalisées par mon ami Le Tourneur, c'est ma chaîne YouTube. Impact Wrestling, 4 fois par année sur Fight TV. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Fait que on reste connecté. Alors, Marc Blondin, un homme qui était allumé, qui restera toujours
allumé. Marc, c'est un privilège de t'avoir dans ma vie, comme je le disais au début, depuis maintenant 26 ans. T'es un vieux chum, bien content que tu aies accepté l'invitation des Rois de l'Arène de faire partie de l'émission et on a hâte de te recevoir en studio éventuellement. Merci de l'invitation et je vous dis merde pour vous rendre dépassés sans épisode, vous autres aussi. Merci, Marc. Alors, comme vous voyez, il a été très, très, très généreux de son temps. Pas très à l'aise quand je lui parle de ses expressions parce que lui, ça vient tout seul pour lui. Il peut pas savoir quelle expression plaît le plus aux gens. Mais moi, c'est tout le temps. Et la foule est en délire. And the fool is in the liar. mais j'étais pas très bon. Mais Louis-Michel Lelièvre, lui, il était bon dans son vidéo Facebook. Mais la vidéo Facebook que JF a filmée, que JF m'a demandé de filmer et que JF a mis sur Facebook. Classique. Classique. Classique Kelly. Voilà. Toujours plus de hits. Mais reste que Marc Blondin, c'est tout de même, on parlait de classique, Marc Blondin, c'est tout de même un classique de la lutte québécoise avec les expressions, mais aussi avec ses digressions. Moi, je me rappelle que souvent dans les matchs, la moitié, si pas le trois quarts du match, c'est une conversation de Marc Blondin avec lui-même puis avec les tourneurs. Le tourneur. Et l'époque de PCO. Le tourneur, il va être fâché. Là. Mais l'époque aussi de PCO, il y avait c'était brusque, hein, les entre-matchs, les discussions. Là, c'est sûr. Ça se frappait. Là. Surtout avec Richard le Magnifique Charland. Oh mon Dieu. Oui. Donc, moi, je me rappelle que Richard le Magnifique Charland avait une cravate remplie de cochons. Il dit, vous mettez une très belle cravate, monsieur Charland. Oui, parce que quand j'ai passé devant la boutique, j'ai vu ta face de cochon dessus, alors je l'ai acheté. Puis Stéphane m'a donné face de cochon. Hey, soyez polis. Passe-moi donc le bacon, gros porc. Bon. mais c'était ça. Je spécifie aux auditeurs, aux auditrices que j'ai entendu cette anecdote-là à peu près une centaine de fois. Je le sais. Donc, Marc Blondin, tu as marqué l'histoire de la lutte québécoise, soyez mon histoire, assuré. Parce que j'en parle depuis maintenant à peu près 20 ans de cette histoire-là. Alors, chers amis, on va passer à un nouveau segment. Mais ce n'est pas tout à fait un nouveau segment. Mais c'est un nouveau segment pour l'émission d'aujourd'hui. Et ça s'appelle l'employé du mois. Et oui, l'employé du mois, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'un lutteur aurait pu faire d'autre que le métier de lutteur ou lutteuse professionnelle? Alors, on va commencer avec Louis-Michel. Mais voyons donc. Ah oui, donc? Donc, en fait, on va nommer c'est quel métier qu'on a choisi cette semaine. Puis, sous l'influence de GF, j'ai l'impression qu'on a choisi le métier de Géo dans un club med. Attends, Géo dans un club med? Ben oui, ça doit être toi qui le... Oh que oui! Wow. Moi, meilleur Géo dans un club med, oui. Bon, je vais arrêter de dire ce mot-là. Voilà. J'ai été pour Damien Mizdow. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Damien Sandow, qui est devenu Damien Mizdow pour être la doublure du Miz autour de 2014, quand The Miz était un acteur super connu à Hollywood. Excellente gimmick. Hein, oui, ben voilà. Excellente gimmick. Puis son rôle, c'était essentiellement d'imiter The Miz dans tout ce qu'il faisait. The Miz se faisait frapper. Mizdow recevait le coup lui aussi, même sans que personne le frappe. Donc, j'ai même imaginé Mizdow aux côtés d'un autre Géo dans le club med. Un autre Géo dans le club. Oui, voilà. Ah, voilà. Un autre Géo. Concept, Kelly. Simplement répéter tout ce que le Géo dit. Tout ce que le Géo dit. Il faut qu'il y ait le club med. Du club med. Ah, voilà, OK. C'est à retravailler. Mais oui, répéter tout ce qu'il fait, imiter chacun de ses gestes. Puis je suis certain que comme le vrai Damien Mizdow deviendrait une vraie vedette, puis serait lui-même over avec le reste des... À quel endroit, ça? Dans un club med. Ah, merci Louis-Michel. C'était vraiment... Ben moi, je trouve ça divertissant à chaque fois. Et on va continuer d'être divertis par Maxime. J'espère qu'il n'y a pas des droits d'auteur sur cette chanson-là. Par shot de 7 secondes, je pense. Moi, je précise, j'ai choisi pour être Géo dans un club med. Ah, plus rien. J'ai choisi l'incroyable Coco Beware. Oui, parce que Coco Beware, pourquoi? Facile. Parce qu'il y a un perroquet. Et voilà. Oui, tout à fait. Ah, OK, c'est ça la raison? Et un perroquet, alors je m'excuse, ça plaît aux enfants. Mais moi, quand je suis allé au Club Med à Cancun, il n'y avait pas de perroquet. Mais il y a toujours des perroquets, arrête. À Cancun? Dans quoi? Dans un Club Med? C'est vrai, t'as raison! Non, mais arrêtez, il y a des perroquets partout. Ben oui, ben oui. Il y a des perroquets. Et il sait danser. Sur une bonne musique, la musique du Club Med. Ah! Maxime, il est charmant. Donc, toi, JF? Moi, JF, qui serait Géo dans un Club Med? Oui. Ah, ça serait Paul Heyman. C'est une évidence. Ben oui, sérieusement. Ben oui, imagine. Mettons qu'il faut que tu fasses du hula hoop.
Imagine si Ginette arrive au Club Med, puis « Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman, and I am the advocate for Ginette. » Mais il fait ça à chaque personne dans le Club Med. Ça serait quand même écœurant, là, pour de vrai. Là, ça, interminable, dans le sens de minable à un niveau international. Mais pour vrai, j'aimerais vraiment ça que Paul Heyman soit un géo dans le Club Med parce que sont tout le temps gentils. Donc, c'est des gentils organisateurs, les géos. Mais Paul Heyman, ça serait le contraire de ça. C'est qu'est-ce que ça prend pour faire un refresh au Club Med? Ça prendrait vraiment du Paul Heyman, style de la WWE. Et c'est pour ça que Paul Heyman a mon vote, chers amis. Alors, maintenant, on passe à quelque chose de sérieux. Très, très sérieux. Parce que c'est la chronique à quoi? La chronique à qui? La chronique à quoi? La chronique à Loulou. La chronique à Loulou. Oui. Alors, Louis-Michel Lelièvre, tu veux nous parler encore une fois d'un excellent combat que tu as vu. Mais je dis excellent parce que je vois de quel combat tu veux parler. Et c'est vrai que c'était bon. Donc, tu parles uniquement de bons combats jusqu'à dans, si je comprends bien le concept. Si la tendance se maintient, ça va seulement être des bons combats, mais... Qui sait? J'espère que tu vas faufiler des fois. Il y a toujours des exceptions. Hein? Oui. Mais ce combat-là, vraiment, m'a marqué. On te laisse parler. Oui. C'est la chronique à Loulou. Mais justement, on parlait du Royal Rumble qui est à nos portes et bien que moins constante depuis quelques semaines, les rumeurs de voir le Rock effectuer un retour à la WWE, les rumeurs sont encore bien présentes. Donc, j'ai décidé de revenir un peu dans le temps, il y a exactement 10 ans, pour le dernier match du Rock lors d'un Royal Rumble, alors qu'il affrontait le champion de la WWE de l'époque, CM Punk. Donc, CM Punk est le champion de la WWE depuis le 20 novembre 2011, alors qu'il avait battu Alberto Del Rio lors de Survivor Series. De son côté, The Rock n'avait pas lutté depuis WrestleMania 28 dans un once-in-a-lifetime match, et on entend les guillemets ici, contre John Cena. Il avait toutefois fait une apparition lors du 1000e épisode de Raw le 23 juillet à Saint-Louis, où il avait annoncé qu'il affronterait le champion de la WWE au Royal Rumble en janvier. Plus tard dans la soirée du 23 juillet, John Cena affrontait CM Punk pour le titre de la WWE dans l'événement principal de la soirée. Cena avait annoncé haut et fort quelques semaines auparavant qu'il profitait de cette édition spéciale de Raw pour encaisser sa mallette Money in the Bank. Le match est terminé par une victoire de Cena, mais par disqualification en raison de l'intervention du Big Show qui avait attaqué Cena, qui est alors devenu le premier lutteur à encaisser sa mallette Money in the Bank sans remporter le titre. OK, une question pour toi. Est-ce que c'était un des nombreux heel ou face turn de Big Show à ce moment-là? Big Show était déjà heel donc, à ce moment-là. Donc pas de face, pas de turn, mais il était heel. Par contre, The Rock est venu à la rescousse de Cena, mais il s'est fait interrompre par Punk, qui a fait un heel turn cette soirée-là. C'est qu'il mettrait éventuellement la table pour leur affrontement du 27 janvier 2013 au Royal Rumble. Depuis quelques mois, place au combat. Depuis quelques mois, CM Punk peut compter sur des nombreux acolytes qui l'accompagnent et le protègent lors de ses combats. On pense d'abord à Paul Heyman, justement, qui était à ses côtés, et à 3 petits nouveaux qui arrivaient tout juste d'NXT, et j'ai nommé Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns. Et là là. Le Shield. T'as tout un trio, là. Oui, exactement. Les 3 membres du Shield avaient d'ailleurs attaqué The Rock au Raw précédent le Rumble, ce qui avait supposément provoqué des saignements internes au Rock au niveau de l'abdomen. Évidemment, en bon heel, CM Punk va en profiter durant toute la soirée. Vince McMahon avait aussi été clair dans les semaines auparavant avec Punk. Si les 3 membres du Shield interviennent dans le combat, Punk devra perdre son titre. Autre détail intéressant avant de commencer l'action du combat, le match était l'événement principal du Rumble au lieu du classique match Royal Rumble à 30 lutteurs. Dans ce match-là, juste avant, John Cena venait d'éliminer Ryback à la toute fin pour se mériter une place dans le main event de WrestleMania. Et la suite semblait déjà inévitable. Le match commence sur les chapeaux de roue et se dirige rapidement vers l'extérieur du ring. À plusieurs reprises, Punk feint de mettre la table pour la table des commentateurs. Je sais pas comment j'aurais pu dire ça pour que ça sonne bien, mais il mettait la table. Peu importe, il va finalement jamais briser la table des commentateurs. Le rythme du combat ralentit tranquillement, mais ça commence à s'animer vers la 12e minute. Les contres s'enchaînent. The Rock n'est pas capable de placer le Rock Bottom, mais il empêche également Punk d'appliquer le GTS. Les soumissions s'enchaînent également, des tentatives ratées de Sharpshooter et d'Anaconda Vice. Paul Heyman s'implique même physiquement dans le combat en frappant le dos du Rock à quelques reprises. Je parlais de la table des commentateurs il y a quelques instants. C'est finalement The Rock qui voudra faire plaisir à la foule en plaçant Punk sur la table des commentateurs mexicains. The Rock se prépare pour le Rock Bottom, mais avant tout impact, la table s'effondre sous le poids des 2 pugilistes et Botchamania raffole encore de ces images aujourd'hui. OK, explique c'est quoi Botchamania? Oui, c'est une page YouTube, un channel YouTube avec les botches, les fails du monde de la lutte professionnelle. Donc, on voit encore l'image de Rock et de Punk souvent dans leur vidéo.
plus de peur que de mal, The Rock, en bon professionnel, retourne dans le ring en boitant pour éviter le décompte extérieur pendant que Punk se relève très tranquillement. Il retourne à l'extérieur de Rock pour placer le Rock Bottom au grand plaisir des amateurs présents à Phoenix. 1, 2, seulement 2. Les deux lutteurs se relèvent, s'échangent des coups jusqu'à ce que la foule s'enflamme encore plus pour The Rock. The Rock se met en position pour le People's Elbow. Il se lance dans les cordes, mais les lumières s'éteignent. Oh. On entend des coups, des cris, et finalement, une table se briser. Les lumières se rallument, The Rock est couché au sol devant Michael Cole et Jerry Lawler, ayant clairement été passé à travers la table des commentateurs. Est-ce qu'il s'est seulement placé debout sur la table qui s'est effondré sous son poids? On ne le sait pas, mais pas selon Michael Cole qui crie haut et fort à l'arbitre Mike Chioda que les membres du Shield sont responsables de cette attaque. Punk est assis au centre du ring, le sourire aux lèvres. Roman, Seth et Ambrose ne sont pas aux abords du ring. Punk sort tranquillement du ring pour mieux revenir, entraînant The Rock avec lui. 1, 2 et 3. Wow. CM Punk conserve son titre de la WWE. Wow. Hey, non, mais quand même, solide. Punk et Heyman, contre The Rock. Et voilà. Punk et Heyman célèbrent au centre du ring jusqu'à ce qu'un certain Vince McMahon arrive. Étrangement, sous les applaudissements de la foule. J'ai l'impression qu'il ne recevrait pas le même accueil aujourd'hui. On en parlait justement tantôt. Vince mentionne qu'il n'est pas stupide, qu'il sait que le Shield est derrière tout ça. Il doit tenir sa promesse. C'est tellement bizarre d'entendre de la part de Vince. Il doit retirer le titre à Punk. Par contre, The Rock s'y oppose. Il veut que le match soit relancé. Vince accepte la demande, la cloche sonne et le combat est reparti. Punk se rue immédiatement sur The Rock, se place pour la descente du coude, qui réussit. 1, 2, mais non, seulement 2. The Rock se relève, Spinebuster, People Elbow. 1, 2 et 3. Wow. The Rock champion de la WWE pour la première fois depuis 2002. Je reviens en arrière, Kelly, tu disais justement tantôt que c'était un bon combat. Le loulou de 14 ans à l'époque qui avait écouté ce combat-là en direct était en tabarnak. Ben de voir The Rock battre son lutteur préféré. Je suis un peu d'accord. Ben le loulou de 24 ans, par contre, qui a réécouté le combat cette semaine, a vu un combat extrêmement différent. 2 lutteurs qui ont scellé à la perfection, avec une intensité palpable tout au long du combat. The Rock semblait un peu rouillé, mais bon, ça fait partie de la game avec les part-time wrestlers, et CM Punk a été en mesure de livrer la marchandise pour compenser. Pour ce qui est de la suite, le Rock battra à nouveau Punk à Elimination Chamber en route vers un match twice in a lifetime contre John Cena à WrestleMania 29. Il luttera 3 fois pour la WWE en 2015. Il luttera une fois de plus, pas 3 fois. Il luttera une fois de plus pour la WWE en 2015 contre Eric Rowan dans un combat qui a littéralement duré 3 secondes. CM Punk affrontera finalement l'Undertaker à WrestleMania où il sera la dernière victime de la séquence sans défaite de Taker à Mania. Et il s'agira également du dernier WrestleMania de CM Punk. Et là là, dernier WrestleMania de CM Punk. Ben, et là là, on sait comment il est parti de la WWE. On sait comment il est parti de la All Elite Wrestling. C'est un sujet, là, CM Punk. Là. Oui. Comment il part des fédérations. On pourrait faire une émission complète. Hein? Mais écoute, là. Oh. Mettons là que Vince McMahon n'avait pas voulu prendre possession de la compagnie de son père. On improvise, là. C'est quoi les scénarios possibles? Et Maxime, on va commencer avec toi. Ben, on va être assez rapide là-dessus. Hein. Disons que moi, mon principe, c'est que si Vince McMahon n'aurait pas acheté la compagnie de son père, ben les différents territoires se seraient réunis, en fait, parce que les États-Unis aiment beaucoup ils sont très bipartis, c'est-à-dire deux partis politiques, républicains, démocrates. Donc, je pense que les territoires se seraient réunis en 2 grandes compagnies qui auraient fait face l'une en face de l'autre. Donc, je pense que, grosso modo, on aurait eu 2 grandes compagnies, peu importe qu'il y ait eu Vince McMahon qui a acheté. Donc, moi, je pense que les États-Unis sont faits pour l'affrontement entre 2 parties. Donc, 2 compagnies de lutte. Moi, je pense que ça aurait été exactement comme la WCW a été. C'est-à-dire un magnat de la télévision, un propriétaire de chaîne de télévision ou d'une station de télévision à travers les États-Unis qui se serait approprié la lutte professionnelle. Ouais. Comme Ted Turner voulait faire. Ted Turner aurait été le premier à saisir l'opportunité au bon, selon moi, de s'associer avec un Vince McMahon pour avoir le monopole de la lutte professionnelle. Parce que Ted Turner était un fan de lutte à la base. C'est pour ça qu'il a créé la WCW. Il perdait de l'argent avec la WCW, mais pour lui, la lutte professionnelle a aidé les codes d'écoute de TBS. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a créé la WCW et il a voulu dire merci à la lutte professionnelle en plus d'être un fan. Donc, selon moi, si Vince McMahon n'avait pas existé, il y aurait un propriétaire de télévision ou un consensus qui aurait dit « OK, on va prendre tous les territoires
voir et on va faire une seule fédération et on va la présenter à travers les États-Unis. D'après moi, ça aurait été vraiment qu'est-ce que la WCW a été avec Ted Turner. Ça aurait été ça, la fédération qui aurait été créée sans Vince McMahon, selon moi. Toi, c'est Louis-Michel. Ouais, moi, j'ai été plus dans l'humour, dans la légèreté. Ouais, t'es allé moins sérieux que nous, là, toi. Ouais, parce que moi, contrairement à mes deux acolytes, j'étais pas né quand Vince McMahon a acheté la WWE. Puis j'ai même imaginé que si le père, Vince père, voulait vendre la compagnie, puis finalement Vince fils a décidé de pas l'acheter, ben ça devait s'en aller de génération en génération, comme la royauté. Donc Shane McMahon aurait pris le contrôle de la WWF à l'époque, à 12 ans. Et Bob, à 12 ans. T'es vraiment Louis XIV, toi. Voilà, Shane prend le trône, s'occupe un peu, puis on saurait. C'est ça, ça aurait été comme ça que je pense que la WWE aurait. J'aime bien. 3 hypothèses. 2 compagnies, une seule par un média de télévision ou la monarchie. Shane, 12 ans. Alors, chers amis, c'est maintenant le temps. Un des moments de l'émission qu'on préfère parce que Ben Cossette se joint à nous et on fait du temps avec Ben Cossette. Salut mon Ben, comment ça va? Ça va très bien, ça va toujours bien mieux que ton téléphone cellulaire, c'est agréable. Ah, c'est le fun. Donc, t'as apprécié le son cette semaine? C'est agréable parce que ce que j'aime, c'est que c'est pas du tout coupé et saccadé. Donc, c'est vraiment apprécié, le Bluetooth. Bon, mais on n'est pas géré par une compagnie de Toronto, là. Donc, on est quand même à l'Université du Québec à Montréal. Là. On est dans les studios de choc.ca. Alors, Ben, nous autres, on s'est dit, si Vince McMahon n'avait pas existé, ça aurait été quoi, la lutte professionnelle, selon toi, Ben? Ben, ça aurait pas été ce qu'on connaît aujourd'hui, ça c'est sûr. On va se dire les vraies choses. Malgré tous ses côtés machiavéliques, il y a quand même un génie derrière cet homme-là qui a pu créer ce qu'on a connu. Je pense que ça aurait été peut-être l'ancien prototype des territoires qu'on a connu dans les années 70 et 80, fin des années 80, que ça s'est terminé. Et peut-être qu'on avait un système plus territorial comme on a connu à l'époque avant McMahon. Là, je ne sais pas de votre côté ce que vous avez dit un peu plus tôt, là. Mais moi, ça aurait été Ted Turner. Tout à fait Ted Turner. Un peu, là. Ça aurait été tout à fait Ted Turner. Ouais. Salut Ben, Louis-Michel Aliyev, ça va bien? Oui, ça va bien. T'as toujours tes beaux yeux? Ben oui, toujours. Moi, Ben, pour répondre à ta question, moi, je pense que si Vince n'avait pas voulu acheter la WWE, ben c'est Shane qui aurait pris le trône, comme un peu dans la royauté, là. Donc, Shane, à 12 ans, aurait pris le contrôle de la WWF à l'époque. Ben, c'est très bon. C'est quasiment aussi bon que vos bookings virtuels que vous faites dans des voitures, dans des road trips. C'est quand même intéressant. À 12 ans, il aurait pris ça officiellement? Il aurait pris ça officiellement, mon Ben. Alors, Ben, maintenant, on fait du temps d'antenne avec toi. De quoi veux-tu parler, bon Benoît? Ben, moi, je parlerais, bien sûr. Est-ce qu'il faut absolument parler du monde de la lutte ou? Ben, tu peux parler de n'importe quoi. Vas-y. Bon, ben, je veux parler à Maxime Champagne. Parce que c'est le seul qui me parle pas quand je suis dans votre émission. Es-tu là? Bonjour, Ben. Bon, enfin, c'est le fun d'avoir quelqu'un littéraire alentour de la table. Ah, merci. Toujours des gens qui font des bonnes blagues et tout ça. Puis là, enfin, on peut parler entre personnes qui ont une université terminée. Hein. C'est toujours agréable. On peut demander d'avoir des maths fortes. Ah oui, des maths fortes. Ah non, mais j'avais beaucoup de difficultés avec les mathématiques vectorielles. Toi? Ah non, ben je veux pas en parler. C'est juste que je me perdais avec vectoriel. Ah oui, la chimie organique, c'était très difficile. Victoria, oui. Moi, j'allais à l'université, mais c'était pour aller chercher ma blonde. Ah oui, c'est vrai, ben oui. Ça, c'est Kelly, le chick magnet. Comme on dit dans le milieu. Non, mais oui, on dit ça dans le milieu. Non, mais sans farce, ce soir, dans le fond, le Raw 30e anniversaire, XXX pour les intimes. Et là, la grosse rumeur qui court un peu partout, peut-être que Steve Austin à WrestleMania 39. Ah oui, mais on avait une question à te poser, en fait. C'était pas Steve Austin. On s'est posé la question si Vince McMahon allait apparaître ce soir. Moi, je dis oui. Moi, je crois que oui. Ah, t'es le seul, hein? Ah, t'es le... OK. Moi, je pense que oui. Tabarouette. Pourquoi il est assez fier de lui-même que je ne serais pas surpris avec tous les mots qu'il a fait dans les dernières semaines. Ça ne me surprendrait pas. Mais d'après toi, est-ce que ça nuirait vraiment pour... Parce que la WWE, présentement, vaut beaucoup. Est-ce que ça pourrait nuire à qu'est-ce que la WWE vaut si Vince McMahon est tué par la foule? Là, ça reste entre nous trois, ça, puis nous... Oui, c'est juste entre nous trois, là. Bon, moi, je crois sincèrement que la fédération est déjà vendue aux gens de l'Arabie Saoudite. Oh, mon Dieu. Et que pourquoi Vince est revenu,
c'est parce que les seuls qui pouvaient tolérer que Vince McMahon revienne à la tête de la WWE, soit ses amis de l'Arabie Saoudite. Donc, ça changera rien dans la transaction. Moi, je pense que c'est juste qu'il gagne du temps pour gagner un peu du côté des investisseurs. Mais en même temps, n'oubliez jamais qu'il a fait venir la NWO puis il a dit lui-même qu'il allait détruire ce qu'il a créé à l'aide de la NWO qu'il a ramené lui-même. Donc, il est capable de le faire. Il est assez égocentrique pour tuer son propre bébé. Là. Ah, je pense que oui. Hey, merci beaucoup, Benoît. Tout le temps un plaisir de te parler. On se reprend la semaine prochaine et on reçoit en studio Pat Laprade la semaine prochaine pour les Prix du Québec. Ah, c'est incroyable. C'est pour ça que je suis en studio. Exactement. C'est en plein pour ça. Alors, chers amis, c'était un plaisir, un privilège de vous savoir à l'écoute pour les rois de l'arène, Louis-Michel Lelièvre, Jean-François Kelly, Maxime Champagne. Jean-François Kelly. À la semaine prochaine. Connaissez-vous Bob, les gars? Bob. Bob. Bye-bye!